Quand on pense Tokyo, bon, on a souvent l'image de l'agitation, des néons, Shinjuku, Shibuya, quoi. Mais la ville, elle cache aussi des coins beaucoup plus calmes, presque secrets. Hmm. Aujourd'hui, justement, on part explorer l'un d'eux, Umejima. C'est dans le district d'Adachi, un quartier résidentiel assez paisible, qui est vraiment loin des circuits touristiques habituels. Absolument. Et les différentes sources qu'on a pu rassembler, des notes de terrain, des articles locaux, des petits bouts d'histoire, elles nous poussent vraiment à y regarder de plus près. On sent bien qu'au-delà de cette tranquillité apparente, Umejima a plein d'histoires à raconter. Des petits trésors cachés, en quelque sorte. C'est exactement ça notre exploration du jour. On va plonger dans ces documents pour essayer de saisir un peu l'âme d'Umejima, à travers ses lieux, son histoire, son ambiance si particulière. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de dénicher ces pépites, ces secrets bien gardés. Surtout pour celles et ceux qui voudraient une expérience de Tokyo plus authentique, un peu à l'écart des foules. Et ce qui est assez frappant, c'est que l'histoire d'Umejima, elle commence vraiment avec son nom. C'est un nom qui résume bien les transformations de Tokyo et aussi la fusion d'anciennes communautés. Ah oui, intriguant. Alors, racontez-nous un peu cette origine. Umejima, ça vient d'où exactement? Alors, Umejima, le nom est apparu officiellement en 1889. C'était pendant l'ère Meiji, donc une grosse période de réorganisation administrative au Japon. D'accord. Et en fait, c'est le résultat de la fusion de deux villages qui existaient avant. Umeda, Maeda qui veut dire champ de prunier littéralement. Les champs de prunier et Shimane. Du coup, le nom Umejima, il combine Ume, le prunier, et Shima, qui veut dire île et qui vient de Shimane. Mais Shima, ça pourrait aussi faire référence à la topographie ancienne, peut-être des terres un peu surélevées au milieu de zones plus basses, un peu marécageuses. Des champs de prunier. Ça sonne très bucolique. Mais est-ce qu'il y en avait vraiment tant que ça? C'est un peu dur à imaginer dans le Tokyo d'aujourd'hui. C'est vrai, l'urbanisation a tout changé. Mais oui, la tradition locale et puis certains vieux registres, comme le Shishin Chimeiroku, parlent de nombreux vergers de pruniers, des bairines. Donc ce humet dans le nom, il n'est pas là par hasard, vous voyez. Ça ancre vraiment le quartier dans ce passé agricole, même si, les pruniers ont disparu aujourd'hui. Et ces anciens villages Umeda et Shiman, est-ce qu'on peut encore deviner où ils étaient? Ou est-ce que l'urbanisation a tout effacé? Elle a quand même largement redessiné la carte, ça c'est sûr. Il y a eu de gros réaménagements, surtout après la guerre, en 45-47. Et puis le système d'adresse moderne en 1966, ça a fait disparaître les anciennes limites. D'accord. Mais l'histoire, elle laisse toujours des traces, même petites. Par exemple, le nom Egishi Shimane, ça veut dire est de Shimane, on le retrouve encore sur des ponts ou dans le nom d'écoles, comme l'école primaire Higashi Shimane. Ce sont des petits clins d'œil à cette géographie ancienne. Ces petits indices, c'est précieux si on sait les chercher. Et les développements plus récents du quartier, il s'est fait autour de quoi principalement? La gare, j'imagine. Ah oui, sans aucun doute, la gare d'Umejima était centrale. Elle a ouvert en 1924 sur la ligne Tubui-Zesaki. Elle a d'ailleurs fêté ses 100 ans en 2024. 100 ans quand même. Oui, et elle a vraiment boosté l'urbanisation. Et puis, la rue commerçante qui part de la gare, la Umejima Kimaidori Shotengai, elle s'est formée officiellement en 1951. Elle a regroupé les commerçants qui animaient déjà le coin. C'est vraiment le symbole de cette vie de quartier qui s'est organisée autour des transports et du commerce. Bon, maintenant qu'on a posé un peu le contexte historique, allons chercher ces fameux trésors cachés. Les sources parlent d'un petit sanctuaire, assez étonnant, caché sous un pont. Umejima Tenmangu. Oui, alors ça c'est vraiment un lieu surprenant. Il faut vraiment le savoir qu'il est là. Il est niché discrètement sous le pont routier qui enjambe la voie ferrée juste à côté de la gare. Sous un pont. Oui. Et la première surprise, c'est qu'il n'a rien d'un vieux sanctuaire qui daterait de l'époque des samouraïs. Pas du tout. Ah bon? Son histoire est plus récente alors? Racontez-nous un peu. Beaucoup plus récente, oui. Il a été construit en 1948, vraiment juste après la guerre. C'est une initiative de l'association de quartier en fait. D'accord. Dans ce Tokyo en pleine reconstruction, avec toutes les difficultés, les habitants ont eu besoin d'un lieu de prière, mais tourné vers l'avenir, surtout pour la réussite scolaire des enfants. Alors ils ont fait venir une division de l'esprit, on appelle ça un bunrei, du très célèbre Dazaifu Tenmangu qui est à Kyushu. Celui dédié à Sugawara no Michizane? Exactement, la divinité des études, de l'apprentissage. Donc ce petit sanctuaire sous le pont, c'est vraiment un symbole fort de l'espoir, de la résilience de la communauté après la guerre. C'est une histoire poignante. Et Sugawara no Michizane,
C'est bien lui qui est lié à cette légende du prunier volant, la Tobiome Densetsu. Tout à fait. La fameuse légende du prunier volant, Fuime Densetsu, c'est une très jolie histoire qui dit que le prunier préféré de Michizane à Kyoto, triste de le voir partir en exil à Dazaifu, aurait volé à travers tout le Japon pour le retrouver. Incroyable. Alors, évoquer cette légende ici, dans un sanctuaire qui s'appelle Umejima Tenmango, ça crée une résonance assez poétique. Et bien sûr, comme dans la plupart des sanctuaires Tenmango, on trouve la statue de la vache, la Goshigyu. La tradition dit qu'il faut caresser sa tête pour avoir un peu de son intelligence. Quelle belle symbolique pour un lieu si discret. Mais il paraît qu'il y a une petite particularité, une astuce à connaître pour le visiter. Ah oui, c'est le petit secret du lieu. Le sanctuaire n'est pas toujours accessible. En fait, le bureau du sanctuaire n'ouvre et ne donne son sceau spécial le Goshuin, Gojuin, qui est décoré d'une fleur de prunier que le 25 de chaque mois. C'est le jour associé à Sugawara no Michizane. Ah d'accord, seulement le 25. Oui, il faut donc un peu prévoir sa visite si on veut ce souvenir particulier. C'est un trésor qui demande un petit effort. C'est noté, le 25. Bon, après ce lieu très japonais, très spirituel, les documents nous emmènent dans une ambiance complètement différente. Le parc Belmont. C'est quoi cette histoire d'Australie en plein Tokyo? Exactement. Le parc Belmont, Belmont Quen, il était ouvert en 1984. C'était pour célébrer le jumelage entre le district d'Adachi et la ville de Belmont, en Australie occidentale. Et le concept du parc est assez original. Il essaye de mélanger l'esthétique d'un jardin japonais avec les grands espaces verts qu'on trouve typiquement dans les parcs australiens. Ce mélange de styles, c'est déjà une curiosité, mais qu'est-ce qui rend ce parc vraiment amusant ou marquant à visiter? Ah, il y a des pépites. Oui, il y a plusieurs petits trucs assez insolites. D'abord, il y a une dizaine de sculptures de moutons cachées un peu partout dans le parc. C'est un clin d'œil à l'Australie, bien sûr, et c'est devenu un jeu pour les enfants de les retrouver tous. Des moutons. Sympa. Ensuite, il y a une vraie cabine téléphonique rouge, importée d'Australie. Bon, elle ne marche plus, mais c'est un super spot pour les photos. Très inattendu là. Et puis, il y a ce petit détail amusant que les habitants racontent. Les toilettes publiques, qui ont un design occidental plutôt soigné, sont parfois surnommées l'expérience WC la plus noble du quartier. L'expérience WC la plus noble, j'adore. C'est ce genre de petit truc décalé qui fait sourire. On imagine bien y faire une pause, un pique-nique peut-être. Ah oui, c'est l'endroit idéal pour ça, pour profiter de l'espace, de la verdure. C'est assez précieux dans ce coin de Shitamachi, la ville basse traditionnelle, qui est plutôt dense et populaire. Et au printemps, il y a les cerisiers en fleurs en plus. C'est une vraie bouffée d'air frais, au sens propre comme au figuré. Continuons notre balade. Les sources parlent d'un autre sanctuaire qui est connu pour son tunnel de portique rouge, le sanctuaire Satake Inari. Oui, le Satake Inari Jinja. Il offre cette image assez forte d'une allée couverte de torii rouges vifs. C'est beaucoup plus petit, plus intime que le très célèbre Fushimi Inari à Kyoto, ce qui lui donne une ambiance plus calme, plus personnelle. On ne sait pas exactement de quand il date, mais on pense qu'il remonte à l'époque Edo. Il était sans doute fréquenté par les marchands du coin qui priaient pour la bonne fortune. D'ailleurs, chaque torii, c'est une donation, souvent d'un commerce ou d'une entreprise. Ce tunnel de torii, ça a l'air très traditionnel, mais il y a un détail qui détonne un peu, d'après les notes. Qu'est-ce que c'est cette histoire de boîte à offrandes en aluminium? Ah ça, c'est le truc le plus surprenant du lieu. La boîte où on jette les pièces, le saisenbako, elle est en aluminium. En aluminium? Oui. C'est vraiment très très inhabituel dans un sanctuaire shinto. Normalement, c'est du bois, parfois de la pierre, mais de l'alu, c'est rarissime. Franchement, difficile de savoir pourquoi. Peut-être un choix pragmatique après la guerre avec les matériaux disponibles, ou une volonté de modernité d'un donateur. Mystère. Mais en tout cas, ce contraste entre les torii anciens et ce matériau industriel, c'est saisissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et comment on profite le mieux de cet endroit un peu étrange? Le jeu d'ombre et de lumière à travers les torii est magnifique, surtout tôt le matin ou en fin d'après-midi. C'est un super endroit pour faire des photos un peu artistiques, jouer avec les lignes, la répétition. Hein. Et pour la boîte en alu, au-delà de la surprise, il y a une sorte de petite légende urbaine locale qui s'est créée. Après avoir fait son offrande, certains aiment bien toucher la boîte, un peu comme si le vœu, transmis par ce métal conducteur, allait arriver plus vite aux dieux.
Une interprétation moderne et amusante. On a vu des sanctuaires récents, des liens avec l'Australie, de l'aluminium. Est-ce que Uemejima a aussi des lieux plus anciens, plus ancrés dans l'histoire profonde du Japon? Ah mais oui, bien sûr. Le sanctuaire Washinomiya, Washi-jinja, par exemple, lui, il est considéré comme le sanctuaire protecteur principal de cette partie d'Adachi. On appelle ça le Soshinju, Sotinju. Son histoire remonte bien plus loin que les autres sites qu'on a vus. Il y a même une légende qui le relie au prince Yamato Takeru, une figure héroïque quasi légendaire des temps très anciens. Et il a un surnom qui rappelle l'origine du nom d'Umejima, non? Quelque chose avec une île? Exactement. On le surnomme traditionnellement Ukijima Myojin, ce qui veut dire la divinité de l'île flottante. En fait, le sanctuaire est bâti sur un terrain un peu plus haut que les environs. D'accord. Autrefois, quand la mer était plus proche, cette petite colline donnait l'impression d'une île qui émergeait des terres basses, peut-être marécageuses. Et ce surnom d'île, Shima, ça renvoie directement à l'ancien village de Shimone, l'un des deux fondateurs du Mejima. La toponymie raconte vraiment une histoire géologique et humaine, là. C'est fou comme ces noms et ces surnoms s'entrecroisent à travers le temps. Ce sanctuaire, c'est aussi le lieu d'un grand événement chaque année, c'est ça? Oui, absolument. Et c'est l'un des moments forts du quartier. Le festival Torinoichi, le marché du coq. Ça se passe tous les ans en novembre, les jours du coq du calendrier chinois. C'est un marché incroyablement animé, très coloré, une tradition qui remonte à l'époque Edo. Ah oui? L'attraction principale, c'est la vente des kumade. Ce sont des sortes de grands râteaux en bambou, décorés avec plein de symboles de chance. On les achète pour ratisser le bonheur et la richesse pour l'année qui vient. L'ambiance est électrique, bruyante, très populaire. Il y a des négociations rituelles, des applaudissements synchronisés quand quelqu'un achète un gros kumade. C'est quelque chose à voir. Ça doit être une immersion totale dans une tradition populaire vraiment vivante. C'est vraiment ça. Une plongée dans l'ambiance des marchés d'Edo qui continue ici avec une énergie folle. Mais l'importance culturelle de Washinomiya va plus loin. Le sanctuaire et sa communauté sont très actifs pour préserver le patrimoine immatériel local. Ah oui, ouais. Comme quoi, par exemple? C'est remarquable, cette transmission. Bon, d'un festival très animé, on passe maintenant à une histoire un peu plus sombre, plus personnelle, une légende de fantôme liée à un autre sanctuaire, Koemon Inari. Oui, là on touche à une autre couche de l'histoire locale, plus intime, un peu teintée de folklore. L'histoire se passerait au tout début de l'époque Edo, vers 1616. Un samouraï, Watanabe Koemon, aurait une dispute avec un collègue, Takahashi Banemon, et l'aurait tué. Ah! Pour fuir la justice, ou la vengeance, Koemon serait venu s'installer ici, dans cette région qui était encore peu développée. Il aurait défriché des terres pour l'agriculture, et ces terres ont pris son nom, Koemon Shinden, les nouvelles rizières de Koemon. Une fuite, une nouvelle vie. Mais j'imagine que ça ne s'arrête pas là. Les histoires de fantômes japonais ont souvent une suite. Effectivement. La légende dit que Koemon était hanté par le fantôme vengeur de Banemon. Il ne trouvait pas le repos, rongé par la culpabilité, la peur. Alors, il aurait décidé de construire un petit sanctuaire dédié à Inari. C'est la divinité renard, souvent liée à la prospérité, mais aussi à la protection. Pour apaiser le fantôme? Voilà, pour apaiser l'esprit de sa victime et pour trouver lui-même la paix. Et ce sanctuaire, c'est devenu le Koemon Inari Jinja. Ça rappelle un peu les grandes histoires classiques japonaises, comme Yotsuya Kaidan. Ce thème de la faute, de la hantise, et puis du besoin de se racheter, souvent par la foi, par la construction d'un lieu sacré. C'est un motif assez classique, oui. L'acte répréhensible entraîne des conséquences surnaturelles et seule une réparation spirituelle peut essayer de rétablir l'équilibre. Et pour les visiteurs un peu curieux, est-ce qu'on peut suivre les traces de cette légende aujourd'hui? Oui, c'est ça qui est intéressant. On peut visiter le petit sanctuaire Koemon Inari. Et pour ceux qui aiment chercher, une autre source mentionne une tombe à une autre adresse dans Umejima, Umejima 224, qui serait celle de Watanabe Koishimon. Koishimon, pas Koemon. Le prénom est légèrement différent, oui, Koishimon au lieu de Koemon, mais la connexion semble quand même très probable. Ça permet de se créer un petit parcours thématique sur les traces de ce samouraï et de sa quête de rédemption. Une vraie petite enquête à mener sur place.
Terminons ce tour des mystères locaux avec ce monument un peu énigmatique mentionné dans nos sources, le Taisho Shindo Kinehi. Oui, alors ça c'est une découverte plus modeste, mais tout aussi intrigante. C'est une stèle en pierre, une stèle commémorative, le Taisho Shindo Kinehi, Daisho Shindo Kinenhi. Elle est à une intersection. Umejima 319. Et comme son nom l'indique, elle commémore une nouvelle route, Shindo, de l'ère Taisho. L'ère Taisho, c'est 1912-1926. Mais apparemment, on ne sait pas grand-chose de plus sur cette route, c'est ça le mystère. Exactement. C'est assez étonnant, mais les infos précises sur l'origine de la stèle ou sur l'importance de cette nouvelle route Taisho sont difficiles à trouver. Elles témoignent bien sûr de cette époque Taisho, qu'on appelle souvent Taisho romane, une période de modernisation, d'ouverture sur l'Occident. Mhm. On peut imaginer que cette route était une amélioration importante pour le quartier à l'époque. Peut-être un nouvel axe qui reliait l'ancienne route Nikko-Kaido, qui passe pas loin. Un symbole de l'entrée dans la modernité en quelque sorte. Donc sa valeur, c'est presque plus qu'elle ne dit pas. C'est un peu ça, oui. Son histoire un peu floue, en fait. Un symbole assez fort de la mémoire locale, parfois oublié ou juste pas noté dans les grands livres d'histoire. C'est un rappel que l'histoire d'un quartier s'est fait de plein de couches, y compris ses projets locaux dont les détails se perdent. Ça invite à faire attention à ces petites traces, à s'interroger sur l'histoire invisible dans la ville. Juste ralentir, regarder, se poser des questions. Cette exploration nous a vraiment fait voyager à travers le temps et les ambiances. Pour revenir au présent, Umejima, ça offre aussi des vues plus contemporaines et des aspects pratiques pour les visiteurs, non? Oui, et le contraste est parfois assez net. Par exemple, si on va sur les berges de la rivière Arakawa, la Kasenshiki, on a une vue super dégagée et assez spectaculaire sur la Tokyo Skytree. Ah oui, c'est un dialogue visuel intéressant entre la nature, l'espace ouvert qui est rare à Tokyo, et ce symbole ultra-moderne de la ville. C'est particulièrement beau au coucher du soleil. Et puis c'est un super endroit pour voir la vie locale. Les gens qui font leur jogging, du vélo, les familles qui se promènent. Et si on a envie de s'imprégner de l'ambiance de quartier plus traditionnelle et peut-être faire une petite pause gourmande. Alors là, il faut aller dans la rue commerçante Umejima Ekimaedore. Elle a gardé cette atmosphère Shitamachi authentique dont on parlait. D'ailleurs, c'est amusant, on peut trouver des vieilles photos de la rue en ligne pour voir comment elle a évolué. Sympa. Elle s'anime aussi pour des fêtes de quartier, comme l'Autumn Festa en novembre. Et pour manger un petit truc, les sources suggèrent quelques adresses. Une pâtisserie, La Vie un rêve, qui est connue pour ses chocolats et ses agrumes, ou une petite écope, Kabaya, très populaire pour ses glaces pilées kakigori l'été et ses patates douces yakimo l'hiver. Et puis bien sûr, il y a plein de petits restos et de bars izakayas pour une immersion totale. Parfait pour compléter la visite. Alors, si on essaye de résumer un peu cette plongée à Umejima, c'est vraiment un quartier aux multiples facettes. On a une histoire riche qui remonte aux origines de Tokyo avec ses villages fusionnés, légendes de samouraïs. Il y a la spiritualité, qu'elle soit très ancienne comme à Washinomiya avec son festival, ou qu'elle soit née de l'espoir d'après-guerre comme au Tenmangu sous le pont. On a des touches d'insolites comme ce parc australien, des mystères modernes avec la stèle Taisho, et même des détails surprenants comme cette boîte en alu. C'est exactement ça. Umejima, ça se révèle être un petit monde où cohabitent discrètement plein de couches différentes de l'histoire et de la culture japonaise, loin de l'agitation des grands centres. Ce qui ressort peut-être, c'est cette capacité d'Umejima à intégrer son passé glorieux, tragique ou juste quotidien, sans forcément en faire un grand spectacle. L'authenticité, elle est peut-être dans cette discrétion même. Donne une vraie âme au quartier. Ça transforme une simple balade dans des rues résidentielles en une expérience beaucoup plus riche. On ne voit plus juste des maisons, on imagine les vies, les croyances, les petits et grands événements qui se sont passés là. C'est tout le pouvoir du récit, de la mémoire locale. Ça ancre les lieux dans une profondeur, une émotion qui dépasse la simple carte postale. C'est ça qui fait la différence entre juste visiter un endroit et le ressentir vraiment. En arpentant les rues d'Umejima, on finit par se demander combien d'autres quartiers comme ça à Tokyo ou même ailleurs cachent leurs propres histoires secrètes, leurs monuments oubliés, leurs légendes murmurées, attendant juste qu'on prenne le temps de ralentir un peu le pas et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire.